Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous accueillir dans ce 22e numéro de LSA Direct. L'émission d'actualité du soir d'Algérie n'a jamais autant mérité son appellation, puisque depuis la semaine dernière, nous diffusons en direct. Nous recevons aujourd'hui le ministre des Transports. La pandémie de Covid-19 oblige à de nouvelles règles de circulation. Qui dit nouvelles règles dit bien sûr règles, donc contraintes, voire parfois désagréments. D'où la présence avec nous sur ce plateau du premier concerné, le ministre. Lazhar Hani, bonjour. Bonjour. Et avant toute chose, cette première question, somme toute, fort simple, afin qu'on y voit un peu plus clair, notamment en matière de transport en commun, parce que c'est ce qui intéresse le maximum de personnes. Alors, qui peut rouler et qui ne le peut pas aujourd'hui, et surtout dans quelles limites? Je pense notamment au transport interwilaya. Qui peut rouler, en tout cas s'agissant du transport urbain, c'est autorisé. Il s'agit par exemple des bus, le tramway. Ce sont des moyens qui sont autorisés, mais par contre, le métro et ce qu'on appelle les transports guidés, c'est-à-dire comment on appelle ça? Les tramways. Non, pas les tramways, les téléphériques. Les téléphériques, Oui. Ceux-là, ils ne sont pas autorisés. Tout ce qui est câblé, le transport par câble, il n'est pas autorisé. Mais par contre, tout ce qui est bus, c'est autorisé en urbain. En zone urbaine. Zone urbaine. L'interwilaya? L'interwilaya, ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. Ce n'est toujours pas autorisé. Ce n'est toujours pas autorisé pour des raisons tout à fait objectives, parce que ça fait des déplacements de longs trajets, et c'est impossible à contrôler. Et là, c'est le lieu de l'installation de la pandémie par excellence. Donc, c'est dans le cadre des mesures de distanciation, des mesures de barrières qui sont prises pour justement empêcher que la pandémie ne circule, qu'on soit nous-mêmes des vecteurs de transmission à travers le transport et juste commun. à propos de vecteurs de transmission, j'ai encore le souvenir de ces autobus montrés à la télé au début de la pandémie et des mesures donc de précaution. Donc c'était au début, ils étaient lavés à grande eau, passés aux produits désinfectants et pratiquant les mesures de distanciation physique. Depuis, on note tout de même que les choses ont évolué et pas toujours dans le bon sens. On revoit par exemple, un exemple concret, on revoit aujourd'hui des bus bondés où il est difficile de distinguer les mesures barrières et la distance entre passagers. Non, vous avez parfaitement raison, on ne peut pas nier l'évidence, c'est une évidence, mais malheureusement, il faut qu'on soit franc avec nous-mêmes. Ces mesures-là ne peuvent réussir et ne peuvent être appliquées de manière, j'allais dire, acceptable que lorsqu'il y a l'adhésion de tous les acteurs. Il se trouve malheureusement que le public n'adhère pas, le public ne joue pas le jeu. Ces bousculades, tout ça, qui est à l'origine de tout cela? C'est les passagers, c'est les usagers du transport qui sont à l'origine de tout cela. Est-ce que vous imaginez le pauvre receveur, comment il peut supporter tout ça dans chaque bus? C'est des bagarres, c'est des choses insupportables. Que voulez-vous qu'il fasse? On va mettre des policiers. En même temps, je ne vois pas l'usager simplement dans une posture où, presque par masochisme, il aimerait être bousculé. S'il y avait peut-être des cycles de rotation plus adéquats, l'usager ne demande qu'à être transporté dans des conditions confortables. Ça, je ne dis pas qu'il est masochiste, non, je ne dirais pas ça, mais tout simplement, il n'a pas la patience, il n'a pas le civisme, je le dis entre guillemets, je mesure, c'est pas pour attaquer qui que ce soit, mais moi je dis que l'usager doit avoir quand même un certain comportement, un comportement acceptable pour qu'il ne se porte pas à lui-même atteinte et qu'il ne porte pas atteinte aux autres. Au moment de préparer cette émission, donc par Internet, il y a eu plusieurs questions qui m'ont été envoyées. Entre autres, une question justement pour parler du contrôle de ces moyens de transport en commun, des mesures de distanciation à faire respecter à l'intérieur. Cet internaute de Blida me dit à peu près ceci, je vous restitue pas exactement au mot près, comment opérer des contrôles efficaces dans les transports en commun quand dans certaines directions régionales, je suppose qu'il parle de sa direction régionale, des transports ne sont pas en mesure de mettre à la disposition des contrôleurs des véhicules de service. C'est vrai ça? Possible.
C'est possible, je ne peux pas le nier, c'est possible. Ça peut exister dans certaines directions de wilaya d'ailleurs, les personnes censées aller vérifier que les mesures... Oui. Parce qu'il faut dire ce qu'il en est, Hakim, c'est cette pandémie, elle a pris tout le monde de vitesse. On n'était pas préparé à faire face à cette pandémie. Je ne parle pas du secteur de la santé, c'est pas ça. Je parle par exemple de notre secteur. Il fallait que ce secteur-là soit suréquipé en moyens pour pouvoir faire face à toutes ces mesures de contrôle. C'est les moyens humains, les moyens matériels, avoir des véhicules, avoir du personnel de contrôle, etc. Il fallait se préparer à cela. Et on n'était pas préparé à cela. On n'était pas préparé. Donc je ne suis pas étonné. Bon. Je ne suis pas étonné. Mais ceci dit, nous sommes en train de faire le maximum avec les moyens de bord. Nous sommes en train de faire le maximum pour justement marquer la présence de l'État à travers ses contrôleurs, à travers toutes ces actions. En termes de préparation, moi je rebondis sur l'expression qui est fort à propos. Plus d'industrie automobile, si tant est qu'on en ait vraiment une au sens performant. Là aujourd'hui, il n'y en a pas. Plus d'importation en attendant les nouvelles lois qui sont en train d'être concoctées. Du coup, il y a une règle mécanique. Une règle de base, les bus de transport en commun s'usent et deviennent potentiellement dangereux. On fait quoi, Lazarahani? On fait quoi? Nous sommes en train de, justement, bon, on a la société de production des transports en commun, notamment des camions, des bus. Des autobus. Bon, quasiment toutes les entreprises de transport public ont des demandes auprès de cette société-là, parce que comme vous venez de le dire, il n'y a pas d'importation pour le moment, et effectivement, il y a un manque. Il y a un manque et les entreprises commencent sérieusement à manquer de moyens de transport, aussi bien les entreprises publiques que les entreprises privées. Et les stocks, par exemple, de pièces détachées sont en train de s'amenuiser Non, les pièces détachées, ça ne manque pas, les pièces détachées. Non. Paradoxalement, les pièces détachées ne manquent pas, mais par contre, les véhicules, les bus, par exemple, il y a un manque très sérieux. Il y a un vieillissement du parc roulant. C'est un problème. C'est un problème qui est posé. Et nous attendons un peu ces nouvelles lois pour l'importation des véhicules pour nous permettre de respirer et d'importer, parce qu'effectivement, le parc est très vieillissant et pose un sérieux problème. Corrigez-moi si je dis des bêtises. La nouvelle loi, lorsqu'elle sera là, je parle pour ce qui vous concerne, ce qui concerne le secteur des transports. Vous ne serez pas concerné par cette histoire d'importation de véhicules de moins de 3 ans. Le parc roulant, c'est des véhicules neufs. Non, voilà, non, je voulais être rassuré. Jamais. Non, jamais de la vie. Voilà. Ce sera des véhicules neufs. D'accord. Au-delà de la pandémie, on est hélas habitué à ce phénomène récurrent. Dès qu'il y a un accident grave, un accident qui survient, avec des victimes, gros plan des médias. Nous, c'est notre boulot, on se déplace sur place. Les autorités... Donc aussi vous montez aussi au créneau. Le problème, c'est qu'après, une fois l'émotion passée, on revient souvent à d'anciennes pratiques. Là, on revoit quelques semaines après le triste accident d'un autobus de voyageurs aux portes du désert, aux portes du Sud. Les véhicules... Vous parlez de l'accident du Tiaret? Oui, qui faisait une ligne avec le Sud. Avec Béchar. Voilà, des véhicules en folie, de nouveau, sur nos routes et de nouveaux drames. Alors, qu'est-ce qui serait réellement dissuasif à vos yeux et sur le long terme, pas juste sur le temps d'une campagne ou d'une émotion? Qu'est-ce qui pourrait réellement nous en faire finir, nous en terminer avec cette histoire-là? Bon, écoutez, les accidents de la route, malheureusement, c'est un drame qui frappe beaucoup de pays. Beaucoup de pays sont confrontés à ce problème à des degrés différents. C'est à des degrés différents. Chez nous, réellement, il y a un problème. Il y a la conjugaison de 3 phénomènes, je dirais. C'est la conduite ou le comportement du chauffeur. Le facteur humain. Le facteur humain. 2, l'état des routes aussi. C'est un facteur qui joue. Le non-respect du code de la route proprement dit. Donc ce sont des phénomènes malheureusement additionnés les uns aux autres, ça nous donne ces résultats. Mais ce qu'il faut, moi je dis qu'il faut mettre l'accent sur la formation, sur le comportement de l'humain, de l'être humain. Les autres éléments, c'est matériel. Les routes, on peut les réparer, c'est pas un problème. L'état du véhicule aussi.
L'état du véhicule aussi pose problème. Souvent, ce sont des véhicules, c'est des tombeaux, c'est pas des véhicules. Et là aussi, il faudra par exemple que les services de sécurité jouent le jeu, qu'ils arrêtent ces véhicules-là. Quand un véhicule qui n'est pas en état de rouler, on doit être en mesure. Il y a possibilité de rattraper le coup déjà. Parce que les services de sécurité, ce sont des exécutants. On leur donne une loi, on leur dit appliquez cette loi, ils l'appliquent. S'il n'a pas la loi, il ne bouge pas. Donc peut-être il nous appartient à nous de promulguer d'autres textes réglementaires qui soient plus draconiens, qui soient des textes plus sévères encore, pour dire qu'un véhicule, quand l'agent de sécurité, contrôleur, constate que ce véhicule-là n'est pas en état de marche, il faut qu'il l'immobilise. Il faut qu'il l'immobilise. Que ce soit un véhicule de transport en commun, un véhicule particulier ou un camion. Oui, non, vraiment, ça c'est l'aspect technique, mais j'allais dire presque mécanique. Mais vous aviez insisté sur le côté humain. Je vais vous paraître excessif. Parfois, nous avons l'impression que certains conducteurs de véhicules de transport en commun relèvent plus de la psychiatrie que d'autres choses. Comment est-ce que, vous parlez de formation, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens qui montent dans un autobus de transport en commun se sentent en sécurité? Parce que je vous avoue franchement que le spectacle de véhicules complètement en folie dans les rues interpelle, pose question. Je vais vous retourner la question. Ce que vous dites, vous avez parfaitement raison, et c'est la vérité, puisqu'on le voit tous, on vit ce genre de situation. Mais moi, ce que je dirais, ces passagers, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, ces passagers? Là, ils sont dans un bus, un chauffard, je ne dis pas un chauffeur, mais un chauffard qui est en train de rouler à une vitesse excessive, et eux, ils acceptent, c'est une espèce de fatalité, ils acceptent, là, ils sont là en train de regarder. Pourquoi ils ne réagissent pas? Leur moyen de réaction, par exemple, on a pensé à, je ne sais pas, c'est une idée, à un numéro vert d'urgence. Un numéro vert d'urgence, par exemple, nous on peut le mettre, mais la réaction doit venir de l'usager. Il faut qu'il y ait un usager qui se lève et dit stop. Et ça, quand c'est tout le monde qui se révolte, le chauffeur est obligé de s'arrêter ou il est obligé de respecter la conduite. Mais nous, on laisse faire même il y a des moments où on l'applaudit. Ah, oui. Ça c'est côté donc transporté. Oui. Les associations de transporteurs, elles ont exprimé à plusieurs reprises ces derniers mois leur grogne, elles ont protesté et même pour certaines ont débrayé. Aujourd'hui, où en sont vos rapports avec ces associations? Moi, je dirais que les rapports sont bons. Je le dis, je suis responsable de ce que je dis. Nous sommes en relation régulière avec ces associations et nous nous félicitons de ces rapports-là. Moi, qu'on s'entende bien. Peut-être il y a des associations qui ne sont pas contentes, ça c'est clair, ça c'est tout à fait normal, parce que malheureusement la situation d'aujourd'hui, elle est très difficile. Même les responsables de ces associations-là sont soumis à des pressions de la part de leurs adhérents, parce qu'on demande par exemple l'ouverture des transports interurbains, on demande les transports des taxis, etc. Donc les gens sont soumis à des pressions très, très, très importantes. Mais je vous dis, moi, personnellement, je les ai reçus. Nous avons des personnes chez nous qui ont pour mission exclusivement d'être en relation avec ces associations et d'échanger. Nous sommes en relation permanente, je dirais. Bon, vous ne gérez pas que les autobus, les transports en commun, c'est aussi le métro, le tramway. Bon, pour les villes plutôt, qui en sont dotées. Tout à l'heure, vous m'avez dit, le métro, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Le tramway, lui, fonctionne. Le tramway et le train. Le métro et le train. Voilà. Vous allez peut-être me dire que ça ne relève pas de votre gestion, mais je pose quand même la question, si ça ne relève pas de votre gestion, vous me le direz. Est-ce qu'on en a fini, même si le métro ne fonctionne pas, hein, mais c'est juste un point de vue, est-ce qu'on en a fini avec des stations de métro? Moi je me souviens l'hiver dernier, pas toujours étanches, avec parfois même des spectacles désolants de récipients et de bidons posés à même le sol pour recueillir les eaux pluviales. Est-ce que ce beau projet du métro a colmaté ces quelques brèches? Normalement c'est fait.
cet hiver Ça sera passé au sec. ça relève de mon secteur. Voilà, Je vais pas fuir la responsabilité. j'attendais cette réponse. Non, mais c'est pris en charge. C'est pris Parce en que ça charge. faisait pas très sérieux quand Non, même. c'est pas joli. Ouais. C'est pas joli. C'est pas joli. Sur- Ça fait vraiment soudève, ça fait... Non. Bon, on a tendance, toujours dans le cadre de ces moyens de transport que sont le métro et le tram, on a tendance, un peu par facilité, par paresse intellectuelle, sous prétexte que c'est la Aïsaba qui a fait ces projets-là, mais tout de même, du point de vue du ministre des Transports, si l'on met de côté les délais de réalisation très longs, énormes et tout, et certaines imperfections dont on venait de parler à l'instant, par exemple les infiltrations, le métro, le tram, c'est tout de même des réalisations plus qu'appréciables, des chantiers aboutis, non? Incontestablement. Mais il n'y a qu'à voir quand on voit le métro, quand il circulait, le nombre de passagers qu'il transportait, c'est quand même, on ne peut que s'en féliciter. Nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est pas Etnahaouga, il y a eu des projets quand même le qui métro, sont... le métro, ni le tramway, au contraire, nous regrettons que, par exemple, pour le programme de la dotation de métro, de tramway de certaines villes, qu'on n'ait pas pu continuer compte tenu des difficultés financières du pays. J'espère qu'elles seront momentanées, que le moment venu, on reprendra un peu ce programme-là. Mais je pense que c'est un service, tout d'abord, c'est un moyen de transport moderne, c'est un moyen de transport sûr, c'est un moyen de transport efficace. Donc, au contraire, moi, je trouve que le métro, le tramway, tout ça, c'est des réussites. C'est incontestable. On en vient à ce gros dossier sur votre bureau. Gros dossier, gros enjeux, gros casse-tête. Est-ce que j'ai raison de qualifier ainsi le dossier Air Algérie? Gros dossier, c'est un dossier, parmi d'autres. Non, je suis sérieux. Non, mais je vous écoute sérieusement aussi. Oui, c'est pas un gros dossier, il n'est pas plus gros que d'autres dossiers, parce que Air Algérie, c'est une activité, c'est une compagnie qui est trop visible. C'est le pavillon national. C'est le pavillon national, elle est visible, elle est là, et donc c'est ce qui explique pourquoi l'opinion publique et tout le monde un peu a les yeux rivés sur cette compagnie-là. Mais c'est une compagnie qui connaît des problèmes au même titre que beaucoup d'autres compagnies, puisque vous me dites un gros dossier, regardez un peu ce qui se passe à travers le monde dans le transport aérien. Oui, mais tiens, vous enclenchez sur Oui. la question d'après. C'est pour dire, c'est pas que je veuille défendre Air Algérie ou dire que ça va très bien. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais je veux dire tout simplement que c'est une compagnie qui vit des problèmes endogènes, des problèmes qui lui sont propres, Internes, et elle vit des problèmes aussi externes. Oui, non, j'allais vous dire, la pandémie impacte toutes les compagnies mondiales. À quel degré la pandémie a impacté Air Algérie? Elle est aussi impactée que les autres compagnies, avec une différence. Laquelle? Avec une différence, les autres compagnies, elles transportent les passagers qu'elles transportent dans le cadre des rapatriements. Les autres compagnies se font payer rubis sur l'ongle. Les rapatriés des autres compagnies payent leurs billets. Plein pot. Mais les nôtres, non. Je ne dis pas. On m'a dit que c'était même pire que plein pot. On m'a dit que les tarifs ont été doublés. Dans les autres compagnies. Absolument, je confirme. Ah. Et Air Algérie, non seulement elle ne se fait pas payer, il y a peut-être sur une expédition, je dirais peut-être des bêtises, il y a 20%, 30% qui ont leur ticket, mais le reste, non. Et si vous ne l'embarquez pas, il vous posera des problèmes. C'est la pagaille à Orly, comme il y a eu il n'y a pas longtemps. En France, il pose énormément de problèmes parce que l'Algérien, il estime que c'est sa compagnie, il doit monter gratuitement. Oui, mais en termes de règles économiques, comment vous gérez ça? Parce que c'est une compagnie aussi qui a des règles économiques. Mais les règles économiques, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons présenter, la compagnie va présenter sa facture à l'État. Parce qu'elle a été réquisitionnée par l'État, et donc elle va présenter sa facture à celui qui l'a réquisitionné, c'est l'État. Et ça fait ajouter à l'autre facture qui est celle du déconfinement entre guillemets des personnes que nous avons transportées, oui. Et qui est, paraît-il, aussi une grosse facture. Une grosse facture des hôtels. On a une idée à peu près du... Ça se chiffre dans les 70 milliards. 70 milliards. Oui, monsieur. Qu'a payé l'État algérien aux hôtels pour le confinement des 32 000. Parce qu'on a, mine de rien, ça ne se voit pas,
mais il a été rapatrié 32 000 personnes. C'est pas rien. Hein? Oui. Et c'est Air Algérie qui l'a fait. Ah, la société dont on parle, on dit elle est mauvaise, etc. Mais dans les moments difficiles, moi je voudrais que l'opinion publique se rappelle du rôle qu'a joué cette compagnie quand l'Algérie était sous embargo dans les années noires. C'est cette compagnie-là qui était la fenêtre de l'Algérie sur l'étranger. Moi je ne voudrais pas qu'on soit ingrat vis-à-vis de cette compagnie. J'admets, je reconnais qu'il y a des problèmes de gestion, il y a des problèmes d'organisation interne à la compagnie, c'est incontestable. Et on va y travailler pour y mettre de l'ordre. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le pavillon national. D'accord. Non seulement je ne vais pas être ingrat par rapport à Air Algérie. Non, mais moi j'assume, je ne vais pas être ingrat, mais je vais vous proposer de faire un doux rêve avec moi. Quelques secondes. Faisons donc ensemble ce rêve. La pandémie de Covid-19 est passée, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Alors, que faudra-t-il alors pour que voyager, prendre un avion d'Air Algérie, ne soit pas parfois un casse-tête et certaines autres fois un véritable cauchemar? Vous exagérez un peu, vous ne trouvez pas? Très peu. Je ne suis pas connu pour quelqu'un qui exagère. Cauchemar. Non, un peu. Cauchemar. Je parle des retards, notamment en période de grosse tension. Je vais vous surprendre. Surprenez-moi. Ah, oui, je vais vous surprendre. Et c'est les chiffres qui parlent. Il y a 73% comment on explique, de taux de respect des horaires. Des horaires, 73%. Et on est à un point inférieur à la moyenne mondiale. Donc on est à 60%. Moi-même, quand j'ai vu ces chiffres... Ah, vous voyez, vous avez été surpris en tant que premier responsable du secteur. J'étais agréablement surpris. Donc il y a un ressenti légitime du point de vue du citoyen. Incontestable, oui. Ouais. Non, la compagnie aérienne algérienne, elle n'est pas à la hauteur des souhaits de la population. Je vous le concède, c'est incontestable. Je suis le premier à le dire et je le reconnais. Mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau, l'écuelle. Non. Il y a des choses qui sont faites, des choses acceptables. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Air Algérie, je vais vous dire, Air Algérie souffre d'un problème terrible. Il n'y a pas de culture d'entreprise. Il n'y a pas de culture. Qu'est-ce que vous entendez par culture d'entreprise? Une entreprise qui soit solidaire, où ses collaborateurs, ses employés soient solidaires avec leur entreprise. On ne sent pas cette solidarité, c'est dommage. Je le regrette, je l'ai dit aux responsables de la compagnie, quelle que soit la société. C'est un de vos chantiers, une de vos préoccupations, créer cet esprit. Oui, absolument. Et c'est, comme vous êtes dans la presse, dans les médias, c'est un dossier qui est passé en Conseil des ministres. C'est le dossier d'Air Algérie, le transport aérien d'une manière générale, et particulièrement le dossier d'Air Algérie, passé en Conseil des ministres il y a quelques semaines, et le président de la République a donné des instructions très claires là-dessus, que la compagnie doit jouer son rôle de porte-drapeau, de porte-flambeau, et notamment en interne. En interne, nous envisageons la création d'une compagnie domestique pour prendre en charge un peu, parce que l'Algérie, Dieu merci, c'est un grand pays. C'est un pays, pour le déplacement des personnes, on a réellement besoin d'une compagnie aérienne. Nous allons créer donc cette compagnie. Vous dissociez? Oui, on va dissocier. On va dissocier parce que l'expérience a montré que l'une des raisons du retard, c'est cette liaison, cette relation entre le domestique et l'international. L'avion qui faisait une ligne à l'étranger, L'une des raisons des retards, c'est ça. Donc, on a bien étudié la situation et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut créer une compagnie tout d'abord. C'est une compagnie low cost. Ce sera une compagnie low cost tout d'abord pour permettre, parce que c'est l'État algérien qui subventionne le trafic domestique. C'est pour réduire la facture, réduire la subvention de l'État, et en plus, que ce soit une compagnie dont les prix seront à la portée de tous les citoyens. Parce que ce n'est pas un luxe. Quand on vient de Tamarast, c'est pas par bus, ou vous venez d'Illizi, ou là on vient de... D'autant plus qu'on avait parlé tout à l'heure de tous les risques, de l'usure des autobus, de l'état des routes. Oui, absolument. Donc,
Donc on a réfléchi et le gouvernement a donné son accord pour la création justement d'une compagnie low cost. C'est acté. Un mot, et ça sera ma dernière question. Vous venez... Déjà? Eh oui, mais je savais que vous alliez me dire la même chose que tous nos autres invités. Vous venez de la maritime. C'est votre métier d'origine. Quand arriverons-nous enfin à... Bon, c'est un vœu pieux. Hein. Peut-être que vous me direz, mais réveille-toi, Hakim. Vous me répondrez. Quand arriverons-nous enfin à décongestionner de grandes villes comme Alger, Oran ou Annaba, des villes côtières, par de vraies navettes de transfert de passagers et pas simplement les tentatives un peu sporadiques, épisodiques, anecdotiques, comme les petites embarcations qui font Alger, port de Tamanfous. Un vrai travail de navettes de transfert de voyageurs par la mer et qui donc décongestionne les villes. Quand? Sur la durabilité, pas sur l'effet d'annonce. Ou alors ça coûte trop cher. Parce que j'ai posé la question par ailleurs, on m'a dit « Oui, mais tu ne t'y connais pas en transport, les coûts sont exorbitants. » Surprenez-moi encore une fois, nous aurons passé 30 minutes à nous surprendre. Oui, non. Moi je dis que ça, ce n'est pas une affaire de l'État. Le privé, s'il y a des hommes d'affaires privés ou des sociétés privées qui veulent se lancer dans cette activité-là, les portes sont ouvertes. La loi le permet. Nous, on a appris dans notre pays qu'à critiquer. Et l'État ne peut plus tout faire. Il faut qu'on se rende compte que l'État ne peut pas tout faire. Moi, je dis, c'est une activité. Elle est lucrative, elle est intéressante, mais l'État ne peut pas s'en occuper. C'est comme s'il va s'occuper des boulangeries. Pour vous, si le privé ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas intéressé en termes de revenus? Absolument, oui. S'il ne le fait pas, c'est peut-être... Il n'a pas la culture, là aussi. Il n'a pas l'expérience. Parce que c'est un métier. C'est un métier. Mais moi, j'encourage les privés à s'organiser, à créer des sociétés de transport maritime urbain. Et pourquoi pas? Lazar Hani, qu'on s'entende bien. C'est peut-être ma dernière question, mais je vais lui donner une rallonge. Je lui donne une rallonge. Je veux bien que le privé soit appelé à investir un tel créneau, mais il y a tout de même dans cette question une part de service public. Pourquoi? Parce que ce genre de transport décongestionnerait fortement le flux de circulation, et ça vous concerne directement, sur les mégapoles. Oui, d'accord. D'accord, mais le décongestionnement, moi je pense qu'il va venir par les transports en commun, par les transports guidés, par le tramway, par le métro et les bus, bien entendu. Moi je pense que ce sont les trois modes de transport et le transport le transport téléphérique. Moi je pense que ce sont ces modes-là, modes de transport-là, qui vont réellement décongestionner les grandes villes. Mais le déplacement par voie maritime, moi je dirais beaucoup plus, c'est du tourisme. C'est du tourisme, c'est plus agréable d'aller en mer parce qu'il n'y a pas de circulation, ça navigue facilement, etc. Et là, moi je pense que le privé peut trouver son compte. L'appel lui est lancé. Tout à fait, et les portes sont ouvertes. Lazar Hani, merci. Merci d'avoir été des nôtres dans ce 22e numéro de LSA Direct. Alors, que peut-on souhaiter à un ministre des Transports? Bon vent, peut-être, ou peut-être aussi de réussir là où vos prédécesseurs ont pour la plupart, je ne dis pas tous, pour la plupart échoué, c'est-à-dire nous faire arriver, ça c'est le vœu des citoyens lambda, hein, nous faire arriver à l'heure, sains et saufs, là où nous voulons aller. Que ce soit en voiture, en autobus, en métro, en tram, en avion ou en bateau. Et là, par contre, il y a du boulot, il y a encore du travail. Je rappelle que nous recevions aujourd'hui en direct avec nous sur ce plateau Lazar Hani, ministre des Transports. Quant à vous, amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que nous émettions en direct sur Facebook, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur la quasi-totalité, si ce n'est pas tous les réseaux sociaux. Vous avez YouTube, vous avez Instagram, Twitter, j'en oublie peut-être, on vous le rappellera en surimpression sur les écrans. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, ça sera encore mieux comme retrouvailles si c'est avec les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale et physique.